Et moi, je considère que mon rôle, c'est pas d'essayer de pousser à l'intérieur du parti une certaine position plutôt qu'une autre. Bien sûr, j'ai mes positions personnelles. Bien sûr, j'ai mes réflexions, puis je vous la partage par pure transparence, par honnêteté. Moi, je l'ai dit, ma position, elle est modérée et elle est prudente. C'est-à-dire que je suis ni un partisan invétéré, ou... je ne suis pas un partisan invétéré des alliances électorales, mais je ne suis pas non plus un opposant farouche comme le sont certains. Moi, je considère qu'il y a des risques aux deux options. Il y a des risques, d'une part, à trop se rapprocher du Parti québécois, à se compromettre trop à leur égard, et, ce faisant, à donner une caution de progressisme à un parti qui est de moins en moins reconnu au Québec comme un parti progressiste. Il y a un risque au Québec solidaire de servir d'escabeau au Parti québécois pour qu'il se hisse au pouvoir, et que, ce faisant, on perd notre crédibilité comme alternative aux libéraux et aux péquistes. Donc, il y a un risque. Une stratégie qui serait trop convergente. Mais il y a un autre risque. L'autre risque, c'est d'être dogmatique, d'être fermé et de s'aliéner une bonne portion des gens du Québec et des progressistes du Québec qui s'attendent de nous à ce qu'on discute, à ce qu'on dialogue, à ce qu'on négocie, puis à ce qu'on essaye au moins de s'entendre. Et là, je vous dis ça bien sûr en me basant sur les sondages, mais je vous dis ça aussi en me basant sur le fait qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on m'en parle dans la rue. Puis pas juste à Montréal. Je ne peux pas rentrer dans un Tim Hortons, je ne peux pas faire un coin de rue dans Gouin, je ne peux pas faire une porte au porte-à-porte dans Gouin sans qu'on me le dise. On comprend, vous n'êtes pas pareil, vous n'entendez pas, mais essayez donc. Et moi, je pense que comme parti de gauche, on a au moins donc le devoir d'essayer de s'asseoir et de regarder ce qui est possible, ne serait-ce que parce que comme parti de gauche, on a le devoir d'être à l'écoute des progressistes du Québec qui nous demandent au moins d'essayer. Et si on n'est pas capable de s'entendre, ben on ne s'entendra pas, puis ça ne m'empêchera pas de dormir, bien honnêtement. Mais si on est capable, je pense qu'il faut au moins faire une tentative. Ceci étant dit, je termine avec ce par quoi j'ai commencé. Moi, je vais défendre la position de mon parti, quelle qu'elle soit. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de ma campagne au porte-parole de Québec solidaire, je n'ai pas fait de cet enjeu-là le porte-étendard, ou le sujet fort de ma campagne, parce que je considère que ce serait déplacé dans le contexte où c'est un débat qui appartient aux membres et où le poste auquel j'aspire, c'est un poste de porte-parole et non pas de chef. Donc moi, je considère que ma position, elle est modérée, elle est prudente, puis c'est pour ça que je pense que je vais être capable de la défendre, la position du Congrès, parce que je comprends les arguments de part et d'autre, et je pense que qu'il y ait alliance ou non avec le Parti québécois en 2018, c'est un débat important, mais fondamentalement, ça ne change pas grand-chose au fait le plus fondamental que l'alternative politique au Québec qu'il faut construire, c'est Québec solidaire. Puis on va avoir le débat entre nous sur notre attitude par rapport au Parti québécois, puis c'est un débat important, puis c'est un débat sain, puis je suis très très fier de la manière dont on le mène, ce débat-là, mais je suis convaincu que peu importe l'option qu'on appuie, on s'entend sur une chose, c'est qu'il y aura, oui, 2018, avec pacte ou pas, mais qu'au-delà de 2018, l'objectif, c'est que Québec solidaire forme le gouvernement, pas dans 25 ans, comme on l'a déjà dit, mais rapidement au Québec. Et si on s'entend sur cet objectif-là, débattons entre nous, prenons une position, mais dès le lendemain de l'élection 2018, qu'il y ait eu alliance ou pas, mettons-nous au travail pour construire Québec solidaire comme parti de pouvoir. C'est ma position. Peut-être, oui. Ben oui, ben oui. C'est en effet très gênant. Vous avez tout à fait raison. Ça, là-dessus, on est d'accord. Surtout à gauche. C'est très gentil. Écoute, moi, je suis très optimiste. Moi, je suis très optimiste sur ce qui s'en vient. Quand on a préparé ma conférence de presse avec mon équipe, qui me suit depuis 2012 et qui a fait tous mes mauvais coups avec moi depuis 2012, y compris Doublons la mise, tout ça, et puis, y compris Faut qu'on se parle,
On s'est dit, on devrait finir la conférence de presse en disant, en faisant une invitation aux gens de se joindre à Québec solidaire. Puis, on l'a presque fait par principe. On s'est dit, bon, je vais annoncer que je me suis joint au parti, puis par principe, juste pour dire, on devrait terminer la conférence de presse en disant, nous invitons les gens à joindre le parti. Mais on l'a fait un peu par automatisme. On ne s'attendait pas à rien. Quelle a été notre surprise de constater que 5000 personnes ont décidé de joindre dans les semaines qui ont suivi le 9 mars. Ça a été une surprise magnifique. Et moi, j'ai vraiment envie que ce soit juste le début. J'ai vraiment envie de ça. Je pense qu'il y a énormément de potentiel. Énormément de potentiel pour Québec solidaire. Je pense qu'on peut vraiment être au Québec l'équivalent de la mobilisation de la France insoumise, de la mobilisation de Bernie Sanders. Je pense qu'il faut être optimiste. Là. Actuellement, là, on est dans un monde, il faut sortir des fois au Québec, on est bien dans nos affaires, hein, puis dans nos débats, puis dans nos trucs, puis là, la convergence, puis tout, puis c'est correct, mais quand on recule un petit peu, on se rend compte que partout actuellement à travers le monde, les partis traditionnels sont en crise. Partout à travers le monde, les partis de centre-gauche et de centre-droite sont en perte de vitesse. La défaite d'Hillary Clinton, la défaite du Parti socialiste français, la défaite de la droite traditionnelle en France, tout ça, c'est des symptômes d'un même phénomène, qui est le fait qu'il y a une grogne à l'égard de la classe politique traditionnelle qui monte. Ça peut donner des trucs très, très laids. Hein? Ça peut donner Trump, ça peut donner Le Pen, mais ça peut aussi donner des mobilisations sociales fantastiques. Et on est dans ce contexte-là. Et quand on sort un peu du Québec, on se dit « Oh mon Dieu, il ne faut pas se fier là, aux résultats électoraux de 2014 avec un 7-8 %. Il faut aspirer à beaucoup plus, parce que qui aurait dit, quand un obscur socialiste du Vermont s'est présenté, qu'il gagnerait, c'est quoi, c'est 13 millions de votes ou 3 millions de votes? Des millions de votes. Qui aurait dit qu'il passerait à un cheveu d'être le candidat démocrate à la présidence? Qui a dit que Jean-Luc Mélenchon, qui avait tous les médias contre lui, ça fait un des points qu'on a en commun avec moi, tous les médias contre lui, tout l'establishment politique contre lui, qui a dit qu'il convaincrait un Français sur 5, même pas rien, qui gagnerait donc 7 millions de votes en France? Qui a dit que Podemos connaîtrait la croissance qu'il a connue? Tout ça en ce moment, c'est le contexte dans lequel on est. Donc moi, ça me rend très optimiste. Moi, j'ai envie de contribuer à ça, mais disons-le bien clairement, ça dépasse de loin la capacité que j'ai de mobiliser les gens. C'est des mouvements collectifs, ces mouvements-là. C'est des mouvements qui sont fondés sur le travail de terrain, l'énergie militante, Blood, Sweat and Tears, la plus classique. Et moi, je pense que Québec solidaire peut être ça au Québec. J'en suis convaincu. Il faut juste falloir qu'on travaille en chien d'ici 2018. Vous avez parlé tout à l'heure de la nécessité que Québec solidaire sorte de Montréal. On est ici, donc, à Trois-Rivières. Alors, je me permets de vous poser la question, quelle est votre vision par rapport à la croissance possible, probable, éventuelle, souhaitable de Québec solidaire dans les régions? Parlons de la Mauricie. Je suis content d'avoir la question. J'aurais été déçu de quitter sans avoir cette question-là. Encore une fois, là, il y a mille et une choses. Je pourrais en parler pendant longtemps. Je pense qu'il y a, pour résumer, 3 éléments de réponse, 3 chantiers sur lesquels on peut travailler avec Québec solidaire pour sortir des régions. Et moi, je pense que c'est bien sûr un défi, mais c'est un défi qu'il faut relever à court terme. Je pense qu'on ne peut pas se permettre d'attendre en 2022. Je pense qu'il faut qu'en 2018, on sorte de Montréal. Je pense que c'est notre crédibilité comme parti, comme alternative politique qui en dépend. Puis il faut arrêter de rire et de faire « Ah, c'est impossible qu'on parle de ça ». Parce que si nous, on n'y croit pas, on ne convaincra jamais les gens de la Mauricie et des autres régions d'y croire. Il faut se mettre sérieusement au travail. Puis donc, pour moi, il y a 3 chantiers, je le disais. Premièrement, il y a un effort à faire en termes de ressources. Il faut que Québec solidaire, comme parti, investisse dans le développement de ces associations en région. Il faut des ressources humaines et des ressources financières. Et de manière un peu curieuse, Québec solidaire va adopter pratiquement une politique d'austérité dans la gestion de son propre budget.
depuis quelques années. On a vraiment adopté la politique du déficit zéro, on ne s'est pas endetté, ce qui fait en sorte qu'on est un des partis en meilleure santé financière au Québec. Mais là, je pense que d'ici 2018, il faut prendre des risques, il faut investir massivement. Puis on le sait, là, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il faut prendre des risques financiers pour envoyer des ressources en région, pas dans les 125 comtés, on se rencontre pas d'histoire, là, mais dans une série de comtés à l'extérieur des grands centres où on pense qu'on peut rentrer. Il faut prendre des risques financiers, il faut embaucher des gens, il faut mettre des ressources, il faut travailler sur le terrain. Là. Les gens ne se mettront pas à voter pour Québec solidaire parce que ils ont entendu Manon Massat, tout le monde en parle. Là. Ils vont le faire parce qu'on va être sur le terrain et qu'on va les convaincre de le faire. Donc ça implique des ressources financières, des ressources humaines, ça implique de prendre des risques. Parce que pour moi, là, si en 2018, on ne sort pas de morale, on a un problème. Il faut prendre des risques. Deuxièmement, il faut, en termes de discours, faire des efforts. Il faut parler, je donne un exemple, notamment d'économie, davantage et de manière plus concrète, plus pragmatique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça ne veut pas dire se mettre à devenir un parti de droite économique. Ça veut dire être capable d'articuler des propositions politiques concrètes, des propositions qui répondent aux attentes des gens qui vivent dans des régions où il y a des taux de chômage de 20, 21, 22 %, comme ça existe actuellement au Québec. Qu'est-ce que ça peut avoir l'air, ces positions économiques-là? Je vous donne un exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la sortie que j'ai faite avec Manon Massé la semaine dernière sur la question du bois d'œuvre. Hein? Le bois d'œuvre, c'est 60 000 emplois au Québec, c'est 200 communautés de travailleurs qui dépendent de cette industrie-là. Et donc, quand il y a une crise du bois d'œuvre comme il y a à chaque 5-6 ans au Québec, bien ça, là, c'est à chaque fois l'industrie du bois d'œuvre qui est en crise. Et pourquoi? Et donc, avec Manon, moi j'ai eu l'idée de la sortie, on l'a organisée, on a proposé une solution à long terme pour régler la crise du bois d'œuvre. Qu'est-ce qu'on a proposé? On a fait le constat, en travaillant avec les économistes près de nous, que la raison pour laquelle il y a des crises cycliques du bois d'œuvre depuis 35 ans au Québec, c'est parce qu'on a une dépendance au marché américain. Alors, vous savez, c'est 50 % du bois d'œuvre au Québec qui est exporté, 95 % des exportations sont aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que les politiciens américains ont le gros bout du bâton. Dès qu'ils ont une sorte d'humeur, qu'ils veulent gagner des votes dans certaines régions, ils imposent des tarifs. Et quand ils imposent des tarifs, c'est la crise. Et là, les gouvernements, depuis des décennies, quelle est la réaction? Toujours la même. Des poursuites juridiques et de l'aide d'urgence. C'est correct de donner de l'aide d'urgence comme ça pour sauver l'industrie, mais c'est des solutions à court terme, puis on est dans un cercle vicieux où là, à chaque 5-6 ans, on se tape une nouvelle crise, avec toujours des solutions à court terme. La solution pour régler la question du bois d'œuvre au Québec, c'est de diminuer notre dépendance à l'égard du marché américain. Ça, on est capable de le faire en consommant plus de bois québécois au Québec. On est capable, le code du bâtiment a été changé l'année dernière, de construire davantage avec notre bois, puis de faire des charpentes de bois. C'est un domaine économique d'avant-garde, ce qu'on appelle le bois de charpente d'ingénierie, qui permet de construire avec du bois québécois au lieu de construire avec du béton, qui génère par ailleurs des gaz à effet de serre épouvantables. Donc, ça, c'est le genre de politique économique, c'est très concret, c'est très réaliste, c'est tout à fait possible. Plein de pays dans le monde le font, de dire, par exemple, et c'est ce qu'on a proposé à Québec solidaire la semaine dernière, il faut que d'ici 4 ans, toutes les constructions non résidentielles qui peuvent utiliser le bois comme charpente le fassent. Et il faut des cibles contraignantes pour l'industrie de la construction, pour qu'on utilise davantage le bois québécois dans nos constructions. Et selon le ministère lui-même, selon le gouvernement lui-même, c'est 80 % des constructions non résidentielles au Québec qui pourraient utiliser la charpente de bois. Actuellement, on est à 20 %. Donc, d'ici 4 ans, on est capable d'atteindre la cible du 80 %. Et si on atteint cette cible-là, ça triplerait la quantité de bois d'œuvre qu'on utilise dans le secteur non résidentiel au Québec. Ça, c'est autant de bois qu'on n'exporte pas. Et c'est autant de leverage, comme on dit, que les Américains n'ont pas pour faire chanter notre industrie du bois d'œuvre à chaque fois qu'ils ont une sonde d'humeur. Et ce qui empêche les libéraux d'adopter des politiques économiques comme celle-là, ce n'est pas des obstacles technologiques, parce qu'au niveau technologique, le bois est utilisé maintenant partout dans le monde. Ce n'est pas des obstacles économiques, parce que le bois est moins cher que le béton et l'acier pour les charpentes dans le type d'immeuble aussi approprié. Ce qui empêche les libéraux de faire ça, c'est un aveuglement idéologique. C'est leur obsession pour le libre-échange qui fait en sorte que pour eux, développer le bois d'œuvre, c'est par l'exportation. Vous l'avez vu récemment, les États-Unis se ferment, on va l'exporter en Chine. C'est une obsession idéologique pour le libre-échange qui fait en sorte qu'ils ne voient le développement de l'économie, des économies régionales,
qu'il y a comme des économies de région ressources où on sort du bois, on l'exporte, on sort du bois, on l'exporte. C'est idéologique, le blocage, qui les empêche de voir qu'on peut utiliser plus de bois québécois au Québec. Je pourrais continuer longtemps, c'est un enjeu qui me passionne, mais ça, c'est le genre de proposition économique très concrète, très réaliste, qui peut convaincre des gens en région de voter pour nous. Il faut parler davantage comme ça d'économie, de manière pragmatique, concrète, progressiste, si on veut convaincre les gens de voter pour nous en région, surtout des régions qui dépendent des matières premières, comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean, par exemple, ou d'un certain point de vue, la Mauricie. Donc, deuxième élément, le discours, notamment en matière d'économie. Troisième élément sur la question des régions, je pense que c'est notre capacité à recruter à l'extérieur des grands centres des candidatures d'importance. Des gens qui, puis là, évidemment, quand je dis ça, les gens font toujours « Oh, quoi, tu veux que ce soit des candidatures vedettes parachutées? » Bien sûr que non. Il va y avoir encore des investitures à Québec solidaire. Le travail de recrutement des candidatures doit se faire en collaboration avec les associations locales. Et il ne s'agit pas de recruter des vedettes de télé-réalité. Hein? Il s'agit d'aller chercher dans les régions des gens qui sont connus dans leur milieu, qui sont reconnus parce qu'ils ont, par exemple, mené des luttes locales, parce qu'ils sont des acteurs importants de leur région, et de convaincre ces gens-là de se présenter sous la bannière de Québec solidaire et de dire « Le projet de société de QS, c'est aussi mon projet de société. » Et ça nous aide à convaincre les gens de ces milieux-là de dire « Regardez, là, c'est pas vrai que c'est une bande de Montréalais et de Montréalaises. Il y a des gens de votre coin que vous connaissez parce qu'ils ont travaillé au développement de votre région qui portent ce projet de société. » Donc, moi, ces trois éléments-là, investissement massif de ressources, accent sur les économies régionales, puis recrutement de candidatures d'importance. Il y en aurait d'autres, mais je pense qu'on a déjà un beau trio de mesures qu'on peut appliquer dès demain matin à Québec solidaire pour nous donner une chance de sortir de Montréal en 2018. Alors, j'ai fini les trois coupes d'eau. Et on me fait signe depuis tantôt d'arrêter de parler. Je termine en vous remerciant, en vous souhaitant bien sûr une bonne assemblée générale. Québec solidaire, c'est un parti démocratique. C'est une de ses forces, c'est une des raisons pour lesquelles il est capable de mobiliser autant de gens. Donc l'exercice auquel vous vous apprêtez à prendre part, c'est un exercice important pour notre parti. Il y a des débats importants qui s'en viennent au Congrès, des débats programmatiques bien sûr, mais aussi des débats stratégiques sur le choix des porte-paroles, sur la stratégie à adopter face au Parti québécois. Fait que je vous souhaite un bon échange, une bonne délibération. Je remercie les gens de Québec solidaire Mauricie de m'avoir invité. Sur ce, je peux malheureusement, et je m'en excuse pas, rester parmi vous. J'ai de très très longues journées, je suis en campagne électorale dans Gouin, on ne prend rien pour acquis. Ma première entrevue est à 6h30 demain matin, alors je vais aller prendre quelques heures de sommeil. Je suis désolé de ne pas pouvoir prendre un verre de vin avec vous. Je suis sûr qu'on se reprendra au Congrès ou dans les prochaines années. Alors, bonne Assemblée générale, merci beaucoup, on lâche pas. Un bon succès de l'élection du 29 mai prochain. On va suivre ça. Alors, merci de t'être déplacé, Gabriel. Nous autres, avant de poursuivre la GIA, on va prendre un petit 2 minutes de pause avec le temps que la présidence et le secrétaire se placent. Il fallait aller aux toilettes, on va ça, on va. Hein? Oui, c'est vrai. Avant ça, même, on fait une petite pause de 2 minutes. Les soldats qui vont quitter l'extérieur de la Mauricie ou qui vont aller aux toilettes. Donc, on a 2 minutes rapides pour se rejoindre ici avec moi. Ben, je suis natif. J'habite à Trois-Rivières, mais je suis natif